seul et abandonné, luttant contre la maladie tout en élevant sa fille, jusqu'à ce que le millionnaire apparaisse en larmes. Avant de commencer, sachez que cette communauté s'étend sur tous les continents. Indiquez le nom de votre ville si vous souhaitez le partager. Le soleil matinal traversait les rideaux fins du petit appartement, projetant de longues ombres sur le parquet usé. Joseph Miller était assise au bord de son lit, ses mains tremblantes serrant le flacon de pilule qui était devenu son compagnon permanent. Stade 4. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une condamnation à mort, ce qui était exactement le cas. 6 mois, peut-être 8 s'il avait de la chance. Les médecins avaient été clairs à ce sujet 3 semaines auparavant. Il avala les analgésiques sans eau, grimaçant lorsqu'il raclait en sa gorge. Le cancer le rongeait de l'intérieur, telle une bête vorace qu'aucun médicament ne pouvait vraiment apprivoiser. Mais il ne pouvait pas laisser Alyssa le voir faible. Pas sa petite fille, pas la seule personne au monde qui le regardait encore comme s'il était le centre de son univers. « Papa !» appela une petite voix depuis le seuil de la porte, et le visage de Joseph se transforma immédiatement. La douleur, la peur, le désespoir, tout cela disparut derrière un sourire qui était devenu sa plus grande performance. « Bonjour ma chérie !» dit-il en ouvrant les bras alors qu'Alyssa courait vers lui, ses boucles blondes rebondissant à chaque pas. Elle se jeta dans ses bras avec toute la force de son enthousiasme de fillette de 6 ans. Et même si cela lui causa une vive douleur dans les côtes, il la serra fort contre lui. « On peut manger des crêpes aujourd'hui ?» demanda-t-elle, les yeux bleus brillants d'espoir. Ses yeux ressemblaient tellement à ceux de sa mère. La femme qui les avait quittés 8 mois plus tôt, ne laissant derrière elle qu'une note, disant qu'elle ne supportait plus cette vie. « Ce sera des crêpes », promit Joseph en se levant lentement et en lui prenant la main. Son service à l'entrepôt ne commençait qu'à midi, et son travail du soir à la supérette commençait à 18h. Cela lui laissait exactement 5 heures avec sa fille, et il comptait bien profiter de chaque seconde. La cuisine était à peine plus grande qu'un placard, mais Joseph avait appris à faire des miracles dans les petits espaces. Il mélangeait la pâte d'une main tandis qu'Alyssa, assise sur le comptoir, lui racontait ses rêves. Il essayait de ne pas penser à ce qui lui arriverait quand il serait parti. Sa sœur, qui vivait dans l'Oregon, avait accepté de la prendre chez elle, mais l'idée qu'Alyssa grandisse sans lui, qu'elle oublie son visage, sa voix, était pire que toute la douleur physique que le cancer pouvait lui infliger. « Papa, pourquoi tu as l'air triste ?» demanda Alyssa. « Alyssa », dit-il en penchant la tête de cette manière observatrice qui le prenait toujours au dépourvu. Cette enfant était trop perspicace, trop intelligente pour son âge. Elle voyait des choses que les autres enfants ne voyaient pas, comprenait des émotions qui auraient dû être au-delà de son âge. « Je pense juste à la chance que j'ai de t'avoir, ma petite fille, » répondit-il sincèrement. « Tu es tout mon univers, tu le sais. Tu es aussi tout mon univers, papa, » répondit-elle en enroulant ses petits bras autour de son cou. « Pour toujours et à jamais, pour toujours. Si seulement il avait autant de temps. » Après le petit déjeuner, Joseph accompagna Alyssa à l'école, lui tenant la main tandis qu'ils marchaient sur les trottoirs fissurés de leur quartier ouvrier. Madame Patterson, son institutrice de CP, les accueillit à la porte avec un sourire entendu qui fit se nouer l'estomac de Joseph. Elle l'avait pris à part la semaine dernière pour lui suggérer gentiment qu'Alyssa aurait peut-être besoin de parler au conseiller scolaire. « Elle dessine beaucoup d'anges », avait dit Madame Patterson. « Et elle m'a dit hier qu'elle n'avait pas peur parce que papa serait toujours avec elle, même quand elle ne le verrait pas. Les enfants ne sont pas censés penser à ce genre de choses. Mais Alyssa le faisait, car d'une manière mystérieuse propre aux enfants, elle savait. Elle savait qu'il était en train de mourir, même s'il ne l'avait jamais dit. « Je t'aime, ma chérie », dit Joseph en s'agenouillant pour l'embrasser sur le front. « Sois sage aujourd'hui, d'accord ? Je t'aime encore plus, papa », murmura Alyssa en le serrant une dernière fois dans ses bras avant de disparaître dans le bâtiment de l'école. Joseph resta là longtemps après son départ, mémorisant ce moment, le rangeant avec tous les autres. Puis, il redressa les épaules, ignora la douleur qui irradiait dans tout son corps et se dirigea vers l'arrêt de bus. Le travail n'attendrait pas plus que les factures qui s'empilaient sur la table de sa cuisine. Le travail à l'entrepôt était brutal. Il devait soulever des cartons qui semblaient devenir de plus en plus lourds chaque jour. Son supérieur lui aboyait des ordres. Ses collègues lui jetaient des regards en coin quand il pensait qu'il ne les voyait pas. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il avait perdu 15 kilos en 2 mois. Sa peau avait pris une teinte grisâtre et il lui arrivait parfois de devoir s'agripper aux étagères pour rester debout. Mais il se présentait tous les jours, faisait son travail et touchait son salaire. Il touchait son salaire. Quel autre choix avait-il ? À la fin de son service,
Lorsqu'il allait chercher Alissa à la garderie, tout le corps de Joseph réclamait du repos. Mais il n'y avait pas de repos. Il fallait préparer le dîner, surveiller les devoirs, donner le bain, lire une histoire. Être père célibataire d'une enfant de 6 ans était épuisant dans des circonstances normales. Le faire tout en mourant relevait de la pure volonté. « Papa, on peut lire l'histoire de la princesse ce soir ?» demanda Alissa alors qu'il l'abordait dans son lit, son lapin en peluche serré contre sa poitrine. « Bien sûr, ma chérie », répondit Joseph en s'installant sur le bord de son lit avec le livre usé qu'ils avaient lu ensemble une centaine de fois. Sa voix était rauque lorsqu'il commença le conte familier. Mais Alissa ne semblait pas s'en soucier. Elle le regardait de ses 2 yeux compréhensifs, sa petite main posée sur son bras. À mi-chemin de l'histoire, elle l'interrompit. « Papa, si tu dois partir, » cette femme incroyablement riche, les larmes aux yeux et le désespoir dans la voix, et il sentit tout ce qu'il croyait savoir de sa vie commencer à s'effondrer. Car si ce qu'elle disait était vrai, si Alissa n'était pas vraiment sa fille, si la femme qu'il avait épousée avait menti sur tout, « Je pense que vous devriez entrer », s'entendit-il dire, sa voix venant de quelque part au loin. Agnès acquiesça et entra dans son modeste appartement. Et tandis que Joseph refermait la porte derrière elle, il sut avec une certitude absolue que rien ne serait plus jamais pareil. Ni pour lui, ni pour Alissa, ni pour la femme dont le monde entier était sur le point d'entrer en collision avec le sien de la manière la plus dévastatrice qui soit. Agnès se tenait au milieu du salon de Joseph, complètement déplacée parmi les meubles d'occasion et la moquette usée. Son regard balaya la pièce, la pile de factures sur la petite table à manger, les médicaments alignés sur le comptoir de la cuisine, les dessins des enfants collés sur le réfrigérateur, absorbant chaque détail d'une vie si éloignée de la sienne qu'elle aurait tout aussi bien pu se trouver sur une autre planète. Joseph ferma la porte et s'appuya contre elle, ayant besoin de soutien. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre ce que cette femme venait de dire. Alissa n'était pas sa fille biologique. C'était impossible. Il était là quand Sarah était tombée enceinte. Ils étaient mariés depuis 2 ans, heureux, du moins le croyait-il. Sarah lui avait montré les échographies, lui avait laissé sentir les coups de pied du bébé, lui avait tenu la main pendant l'accouchement, sauf qu'il n'était pas dans la salle d'accouchement. Cette prise de conscience le frappa comme un coup physique. Sarah avait insisté pour que sa mère soit présente à sa place, affirmant qu'elle avait besoin d'une femme à ses côtés, que c'était trop intime pour qu'un homme y assiste. Il avait attendu dans le couloir pendant 8 heures, jusqu'à ce qu'une infirmière lui apporte enfin un petit paquet enveloppé dans du rose et place sa fille dans ses bras. « Vous devez partir », dit Joseph, d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais Alissa est ma fille. Je l'ai élevée depuis le jour où elle est née. »« Je sais », répondit rapidement Agnès, les mains jointes devant elle. « Je ne suis pas ici pour vous l'enlever. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Joseph voulait la mettre dehors. Il voulait claquer la porte sur le cauchemar qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Mais quelque chose dans ses yeux, son désespoir brut, son angoisse sincère, le fit hésiter. « 5 minutes, dit-il en se dirigeant vers le canapé et en s'asseyant lourdement. « Ensuite, vous partez. » Agnès acquiesça et s'assit sur le bord du fauteuil en face de lui. Sa posture était rigide, tendue. Il y a 6 ans, j'avais 24 ans et j'étais fiancé à Marcus Westbrook. Nos familles avaient arrangé le mariage. Son père était propriétaire d'une entreprise technologique. Mon père était propriétaire de Parker Enterprises. C'était autant une fusion qu'un mariage. Elle fit une pause, serrant les mâchoires. 3 mois avant la cérémonie, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce n'était pas prévu, mais j'en étais heureuse. Terrifiée, mais heureuse. Je pensais que Marcus le serait aussi. Il ne l'était pas, devina Joseph. Il était furieux. Il disait que cela ruinerait tout, que j'essayais de le piéger, que sa famille n'accepterait jamais un mariage précipité à cause d'une grossesse. Nous nous sommes disputés pendant des semaines. Finalement, je lui ai dit que j'élèverais le bébé seul s'il ne voulait pas s'impliquer. La voix d'Agnès se réduisit à un murmure. C'est alors qu'il est devenu désespéré. Joseph se sentit mal. Il avait le terrible pressentiment de savoir où cela allait mener. Marcus m'a convaincu d'aller dans une clinique privée pour accoucher. Il m'a dit que ce serait plus confortable, plus discret. Sa famille avait des relations là-bas, elle pouvait garantir une confidentialité totale. J'étais assez jeune et naïve pour le croire. Les larmes ont recommencé à couler sur le visage d'Agnès. J'ai accouché prématurément à 37 semaines. Ils m'ont donné quelque chose pour la douleur, quelque chose de fort. Tout est devenu flou. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit que ma petite fille était née sans vie,
qu'il y avait eu des complications, que ce n'était la faute de personne, juste un de ces tragiques accidents qui arrivent parfois. « Mon Dieu !» a soufflé Joseph. « Ils m'ont laissé la tenir dans mes bras pendant quelques minutes », a poursuivi Agnès, la voix brisée. Elle était enveloppée dans une couverture, et elle était si immobile, si calme. J'étais tellement sous l'effet des médicaments que j'avais du mal à réfléchir. Ils l'ont emmenée et m'ont dit qu'il valait mieux que je ne la revoie pas, que cela rendrait le processus de deuil plus difficile. J'étais trop bouleversé pour discuter. Marcus s'est occupé de toutes les formalités, de la crémation, du certificat de décès, de tout. 2 mois plus tard, j'ai rompu nos fiançailles. Je ne pouvais pas le regarder sans penser à ce que nous avions perdu. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre 6 mois plus tard. Elle a sorti un mouchoir de son sac à main et s'est essuyé les yeux, luttant pour garder son sang-froid. Pendant 6 ans, j'ai cru que ma fille était morte. J'ai bâti ma carrière, repris l'entreprise de mon père lorsqu'il a pris sa retraite, me suis plongé dans le travail parce que c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Et puis, il y a 3 semaines, j'ai reçu un email anonyme avec une photo en pièces jointes. Agnès a fouillé dans son sac à main de marque et en a sorti son téléphone. Les doigts tremblants, elle ouvrit l'image et tourna l'écran vers Joseph. Il retint son souffle. C'était Alissa, son Alissa. La photo la montrait à l'école, jouant dans la cour de récréation, avec ses boucles blondes caractéristiques et ses yeux bleus brillants. Mais ce n'était pas n'importe quelle photo. Elle était accompagnée de son nom complet, de sa date de naissance et de son adresse. L'email ne contenait qu'une seule phrase. Agnès murmura « Votre fille est en vie ». Joseph était incapable de parler, incapable de bouger. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de rejeter ce qu'il venait d'entendre, alors même que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de manière horrible. L'insistance de Sarah pour choisir cette clinique en particulier. Le comportement étrange de sa mère après la naissance, refusant de le laisser voir le bébé pendant les 12 premières heures. La dépression postpartum de Sarah qui avait duré des mois, voire des années. La façon dont elle regardait parfois Alissa avec cette expression étrange, entre l'amour et la culpabilité. « J'ai engagé un détective privé », a poursuivi Agnès. « En moins d'1 semaine, il a retrouvé Alissa. Il a fait des recherches sur vous et votre ex-femme. C'est là que j'ai découvert l'existence de Sarah Chen. » Ce nom a frappé Joseph comme une gifle. Sarah Chen, le nom de jeune fille de son ex-femme. Sarah Chen travaillait comme infirmière à la clinique où j'ai accouché, dit Agnès en observant attentivement son visage. Elle faisait partie du personnel cette nuit-là. Et d'après les dossiers de l'hôpital que j'ai obtenus par l'intermédiaire de mon avocat, elle a donné naissance à une petite fille mort-née exactement 2 mois avant mon accouchement. La pièce se mit à tourner. Joseph agrippa la coudoir du canapé, luttant contre la nausée qui lui montait à la gorge. « Je pense que Marcus a payé quelqu'un à la clinique pour échanger nos bébés », dit Agnès, la voix désormais calme malgré ses larmes. « Je pense qu'ils m'ont donné le bébé mort-né de Sarah et ont donné ma fille vivante à Sarah et son mari. Je pense qu'ils lui ont dit qu'il s'agissait d'une adoption par l'intermédiaire de la clinique, que la mère ne voulait pas du bébé. Je pense que Sarah croyait sauver un enfant tout en récupérant la fille qu'elle avait perdue. C'est fou, parvint à dire Joseph. Mais sa voix manquait de conviction, car ce n'était pas fou. Cela expliquait tout. La paranoïa de Sarah au sujet du dossier médical d'Alissa, son refus de le laisser emmener Alissa chez un autre médecin qu'un pédiatre spécifique, un médecin qui, Joseph s'en rendit soudain compte, devait être dans le coup. La dépression de Sarah il y a 8 mois, lorsqu'elle avait finalement laissé la note qu'elle avait écrite pour dire qu'elle ne pouvait plus vivre avec ses mensonges. « Je dois faire un test ADN, dit Agnès. Je dois en avoir le cœur net. Mais Joseph, quand j'ai vu cette photo, quand j'ai regardé dans les yeux de cette petite fille, sa voix se brisa complètement. Je sais qu'elle est ma fille. Je le sais au plus profond de moi. Elle a les yeux de ma mère, le menton de ma grand-mère. Je regarde les photos de ma famille depuis 3 semaines et Alissa est présente dans toutes les lignées génétiques. C'est ma fille. » Joseph se leva brusquement, ignorant la douleur qui lui transperçait le flanc. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue sombre en contrebas. Ses mains se crispèrent en tampons. Une partie de lui voulait la traiter de menteuse, la jeter dehors, faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, mais il ne pouvait pas, car tout ce qu'elle avait dit sonnait comme une terrible vérité. « Si c'est vrai, » dit-il lentement, sans se retourner. « Alors Sarah a volé ton enfant. Elle m'a menti pendant 6 ans. Elle m'a laissé croire qu'Alissa était ma fille alors qu'elle savait. Elle savait que j'élevais un bébé volé. Je ne pense pas que Sarah savait au départ, » dit Agnès doucement. D'après ce que mon enquêteur a découvert, la clinique lui a dit qu'il s'agissait d'une adoption privée, qu'une jeune mère ne pouvait pas garder son bébé et voulait lui trouver un bon foyer.
Sarah avait perdu son propre enfant et était désespérée. Elle a vu cela comme un signe du destin, comme si Dieu lui donnait une seconde chance. Je ne pense pas qu'elle ait appris la vérité avant bien plus tard. C'est peut-être pour cela qu'elle est finalement partie. Joseph se tourna vers elle et, à cet instant, il semblait avoir tous ses 34 ans, plus le poids de son diagnostic terminal. « Que voulez-vous de moi ? D'elle ? Je veux connaître ma fille, dit simplement Agnès. Je veux faire partie de sa vie. Mais je ne suis pas cruel, Joseph. Je vois ce que vous traversez. Je vois les médicaments sur ton comptoir. Tu as perdu du poids, tu bouges comme si tout te faisait mal. Tu es malade, n'est-ce pas ? Il était inutile de le nier. Cancer de stade 4, 6 mois, peut-être moins. Agnès ferma les yeux, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Je suis vraiment désolé. Non, dit Joseph d'un ton sec. Ne me plains pas. J'ai passé 6 ans avec Alissa. 6 ans à être son père. Si ce que vous dites c'est vrai, vous n'avez rien eu. Alors ne vous excusez pas auprès de moi. Que faisons-nous ? Demanda Agnès. C'était la question que Joseph redoutait, car la réponse était compliquée et douloureuse et allait briser le monde fragile qu'il avait construit pour sa fille. Mais il fallait le faire. Nous faisons le test ADN, dit-il. Enfin, nous découvrirons la vérité, puis il marqua une pause, hésitant sur la suite. Ensuite, nous trouverons comment dire à une enfant de 6 ans que tout ce qu'elle sait de sa famille est un mensonge. Agnès acquiesça en s'essuyant le visage. « Je vais faire venir un laboratoire ici demain. C'est dimanche, mais je peux m'en occuper. Nous aurons les résultats dans 48 heures. » Très bien. Ils restèrent là, dans un silence gênant. 2 inconnus liés par une enfant qu'aucun d'eux n'avait attendu. Finalement, Agnès se dirigea vers la porte, puis hésita. « Puis-je ? Serait-il possible que je la voie juste un instant ? Je ne dirai rien, j'ai juste besoin de la voir. » Tout l'instinct de Joseph lui criait « non ». Mais il se surprit à acquiescer et à conduire Agnès dans le petit couloir menant à la chambre d'Alissa. Il ouvrit doucement la porte et ils restèrent tous les deux dans l'embrasure, regardant l'enfant endormi baigné dans la douce lueur de sa veilleuse. Alissa était recroquevillée sur le côté, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller. Elle avait un bras enroulé autour de son lapin en peluche. Elle avait l'air paisible, innocente, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Agnès eut un petit sanglot étouffé. Elle porta la main à sa bouche et tout son corps se mit à trembler sous l'effet de sanglots silencieux. Joseph la regarda s'imprégner de chaque détail de l'enfant qu'elle croyait morte depuis 6 ans. La courbe de sa joue, la longueur de ses cils, la petite main qui serrait son jouet. « Elle est parfaite », murmura Agnès. « Elle est absolument parfaite. »« Oui, elle l'est », acquiesça Joseph doucement. « Elle est intelligente, gentille, courageuse. Elle remarque des choses que les autres enfants ne voient pas. Elle pose des questions sur la vie et la mort et sur ce que signifie aimer quelqu'un. Elle dessine des anges et me dit qu'elle n'a peur de rien parce que l'amour est plus fort que la peur. » Agnès se tourna vers lui, le visage ravagé par les larmes. « Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu es son père à tous les égards qui comptent. Sauf biologiquement, dit Joseph avec amertume. La biologie ne fait pas tout, répondit Agnès. L'amour est tout, et tu l'aimes. Cela se voit dans chaque recoin de cet appartement, dans chaque mot que tu dis à son sujet. Elle a de la chance de t'avoir. » Ils restèrent que là un moment à regarder Alissa dormir, puis Joseph ferma doucement la porte et ramena Agnès dans le salon. Il nota son numéro de téléphone et le lui donna, puis l'accompagna jusqu'à la porte. « Demain, dit Agnès, le technicien de laboratoire sera là à 10 heures. Ça te convient ? Il faudra bien, répondit Joseph. Agnès acquiesça et s'engagea dans le couloir. Elle se retourna une dernière fois, le regard empreint d'une émotion que Joseph ne parvenait pas à définir. De l'espoir, de la peur, de la détermination, du chagrin, tout cela mélangé. « Merci de m'avoir écouté, dit-elle. Merci de ne pas m'avoir rejeté. Merci de m'avoir dit la vérité, répondit Joseph, même si cela me détruit. » Il ferma la porte et resta là, dans le silence soudain de son appartement, tout son corps tremblant. Puis, très lentement, il s'effondra sur le sol et se laissa aller à la détresse, car dans 48 heures, il saurait avec certitude si l'enfant qu'il aimait plus que sa propre vie avait été volé à la femme qui pleurait dans le couloir. Et aucun résultat ne pouvait les épargner tous. Le test ADN prit moins de 10 minutes. Agnès arriva à 10 heures pile le dimanche matin, accompagnée d'un technicien de laboratoire professionnel qui portait une petite mallette noire et affichait une expression d'une neutralité étudiée. Joseph avait préparé Alissa en lui disant qu'une gentille dame devait lui faire un petit test pour une étude médicale spéciale. Rien d'effrayant, juste un prélèvement à l'intérieur de sa joue. Alissa, confiante comme toujours,
avait accepté sans poser de questions. Ce à quoi Joseph ne s'était pas préparé, c'était la réaction d'Alissa face à Agnès. Dès qu'Agnès avait franchi le seuil de l'appartement, Alissa s'était arrêtée net. Elle avait penché la tête, observant cette femme élégante avec une intensité qui avait mis les deux adultes mal à l'aise. Puis elle s'était approchée d'Agnès et l'avait regardée fixement avec ses yeux bleus d'une perspicacité déconcertante. « Vous avez les yeux tristes », avait simplement dit Alissa. « Comme les yeux tristes de papa, mais différents. Comme si vous aviez perdu quelque chose de très important. » Agnès eut le souffle coupé. Elle s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur des yeux d'Alissa. « Bonjour ma chérie, je m'appelle Agnès. Comment t'appelles-tu » ? « Alissa Rose Miller », répondit la petite fille. « J'ai 6 ans. Tu es venue voir mon papa ?»« Oui » dit Agnès doucement, la voix chargée d'émotion. « Ça te va ?» Alissa réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « Je suppose que oui, mais tu dois savoir que mon papa est le meilleur papa du monde, même s'il est malade. Il essaie de le cacher, mais je le sais. Je sais beaucoup de choses. » Joseph sentit son cœur se briser. Les yeux d'Agnès se remplirent de larmes qu'elle essuya rapidement. « Je vois bien que c'est un papa merveilleux, » dit Agnès. « Tu as beaucoup de chance de l'avoir. »« Je sais, » acquiesça Alissa. « Et il a de la chance de m'avoir. C'est ça, l'amour. Avoir la chance de savoir l'un l'autre. » Le technicien de laboratoire s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Nous devrions procéder au prélèvement des échantillons. Les écouvillons furent prélevés, un sur Alissa, un sur Agnès, puis soigneusement scellés dans des récipients étiquetés. Le technicien promit des résultats dans les 48 heures et partit rapidement, laissant Agnès et Joseph debout, mal à l'aise, dans le salon, tandis qu'Alissa jouait avec ses poupées sur le sol. Si vous ressentez le poids qui pèse sur le cœur de Joseph en ce moment, laissez un « j'aime ». La suite de l'histoire touchera ainsi davantage de personnes. « Voulez-vous rester prendre un café ?» se surprit à demander Joseph. Mais quelque chose dans la façon dont Alissa avait répondu à Agnès, dans la connexion immédiate dont il avait été témoin, lui donna envie de leur donner plus de temps ensemble. Le visage d'Agnès s'illumina. « J'adorerais ça. Merci. » Ils s'assirent à la petite table de la cuisine de Joseph, tandis qu'Alissa s'amusait, jetant de temps en temps un regard curieux vers les adultes. Agnès posa des questions prudentes sur les goûts et les aversions d'Alissa, son école, ses amis. Joseph répondit, observant Agnès boire chacune de ses paroles, emmagasinant chaque détail comme un trésor précieux. « Elle adore dessiner, » dit Joseph, « surtout les anges, et elle a un faible pour les fleurs. Elle peut nommer toutes les espèces qu'elle voit, me dire lesquelles symbolisent le bonheur, lesquelles symbolisent le souvenir. Je ne sais pas où elle a appris tout cela. Ma mère adorait les fleurs, » dit Agnès doucement. « Elle avait un jardin incroyable. Quand j'étais petite, elle m'a appris le langage victorien des fleurs, ce que chacune symbolisait. » Elle regarda Alissa avec émerveillement. Elle aurait adoré avoir une petite fille qui aime aussi les fleurs. « Votre mère, c'est ça ? Elle est décédée il y a 3 ans, d'une crise cardiaque, soudaine. » Agnès enroula ses mains autour de sa tasse de café. « Elle n'a jamais su pour la grossesse. Je l'ai gardé secret jusqu'à ce que je perde le bébé, jusqu'à ce que je pense avoir perdu le bébé. Je le regrette maintenant. Elle aurait voulu savoir qu'elle avait une petite fille, même si ce n'était que pour quelques heures. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le poids de la perte et de la révélation pesait lourdement entre elles. « Papa, la gentille dame peut voir mes dessins ?» demanda Alissa depuis le salon. « Si elle le souhaite, ma chérie, » répondit Joseph. Agnès était déjà debout. « J'adorerais voir tes dessins, Alissa. » Joseph regarda Agnès s'asseoir par terre à côté de sa fille. Son costume coûteux semblait soudain moins important que la douceur avec laquelle elle manipulait chaque feuille de papier qu'Alissa lui tendait. La petite fille expliqua chaque dessin en détail. Cet ange veillait sur les gens tristes. Celui-là guidait quelqu'un vers sa maison. Celui-ci, avec les fleurs, célébrait un amour particulier. « Celui-là est mon préféré », dit Alissa en sortant un dessin qui serra le cœur de Joseph. Il représentait un bonhomme filiforme tenant la main d'une petite fille filiforme, tous deux entourés de cœurs et d'étoiles. « C'est moi et papa. Nous sommes ensemble pour toujours. Quoi qu'il arrive, même quand les gens partent, l'amour ne part pas. » Agnès porta une main à sa bouche, bouleversée. « C'est magnifique, Alissa. Tu as beaucoup de talent. »« Merci, » dit Alissa d'un ton neutre. « Tu as une petite fille ?» La question resta en suspens comme une grenade. Joseph commença à intervenir, mais Agnès prit la parole en premier. « J'en ai eu une, » dit-elle prudemment. « Mais on me l'a enlevée quand elle était toute petite. Je la cherche depuis longtemps. » Alissa écarquilla les yeux. « C'est tellement triste. Tu penses que tu vas la retrouver ? » « Je l'espère, » murmura Agnès. « Je l'espère de tout mon cœur. » Alissa tendit la main
et tapota celle d'Agnès avec sa petite main. « Ne t'inquiète pas, parfois, les choses que l'on perd reviennent de manière spéciale, magique. C'est ce que papa me dit à propos des personnes que nous aimons. » Agnès regarda Joseph avec une émotion si brute qu'il dut détourner les yeux. Cet enfant, sa Alissa, réconfortait la femme qui était peut-être sa mère biologique sans même le savoir. L'ironie était presque insupportable. Agnès resta 2 heures. Au moment où elle partit, Alissa lui avait montré tous ses jouets, tous ses livres, tous les recoins de leur modeste appartement. Agnès avait tout absorbé, posant des questions, riant des histoires d'Alissa, regardant Joseph avec gratitude chaque fois qu'il partageait un autre détail sur la vie de leur fille. Leur fille. Cette phrase devenait déjà compliquée dans l'esprit de Joseph. À la porte, Agnès glissa une carte de visite dans la main de Joseph. « Mon numéro de portable personnel est au dos. Appelez-moi à tout moment, de jour comme de nuit. Et quand nous aurons les résultats, nous les affronterons ensemble. » Joseph avait terminé. Quoi qu'ils disent, Agnès acquiesça, jeta un dernier regard à Alissa et partit. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Joseph. Il fit ce qu'il avait à faire, travail, dîner, histoire avant de se coucher, mais son esprit était ailleurs. Agnès appela 2 fois juste pour prendre des nouvelles, et ils eurent des conversations guindées sans importance, car tout ce qui était important était trop lourd à discuter. Le mardi soir, le téléphone de Joseph sonna à 18 heures pile. Le nom d'Agnès s'afficha à l'écran. « Les résultats sont arrivés », dit-elle sans préambule. « Le directeur du laboratoire vient de m'appeler. Joseph, c'est un match. Alissa est ma fille biologique. Que feriez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires. Discutons ensemble de la meilleure décision à prendre pour Joseph. C'est certain à 99,9%. Joseph savait que cela allait arriver. Il s'était préparé à cette issue. Mais entendre ces mots lui fit tout de même fléchir les genoux. Il s'assit lourdement sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille. « D'accord, » dit-il d'une voix engourdie. « D'accord, j'arrive, » dit Agnès. « Nous devons discuter de la suite, de la manière dont nous allons lui annoncer la nouvelle, des dispositions à prendre. Joseph, tu es là? Je suis là. J'arrive dans 20 minutes. » Elle raccrocha. Joseph resta assis dans le silence soudain, le regard perdu dans le vide. Si vous aimez les histoires de vie marquantes comme celle-ci, abonnez-vous. Capturons ensemble les moments les plus importants de ce récit. Dans sa chambre, il pouvait entendre Alissa chanter doucement tout en jouant. Sa fille, sauf qu'elle ne l'était pas vraiment. C'était la fille d'Agnès, volée il y a 6 ans par une infirmière désespérée, et son mari mourant qui n'avait même pas su la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sarah, mon Dieu, Sarah avait menti sur tout. Mais pourquoi? Pourquoi continuer à mentir? Pourquoi le laisser croire? À moins qu'elle ne l'ait pas su au début. À moins qu'Agnès ait eu raison et que Sarah ait pensé qu'il s'agissait d'une adoption légitime jusqu'à ce que quelque chose, une information, révèle l'horrible vérité. Était-ce pour cela qu'elle était partie? Avait-elle découvert ce que Marcus Westbrook et cette clinique avaient fait? La culpabilité avait-elle fini par la briser? Joseph se leva et se dirigea vers la chambre d'Alissa. Elle leva les yeux de ses poupées et lui sourit. Ce sourire radieux qui ne manquait jamais de lui remonter le moral, même dans ses jours les plus sombres. « Salut, ma petite fille, » dit-il. « Ma fille, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je peux te dire quelque chose d'important? »« Bien sûr, papa. Tu te souviens d'Agnès, la gentille dame qui est venue nous rendre visite, celle qui avait les yeux tristes? Je l'aimais bien. Elle me regardait comme si j'étais spéciale. Tu es spéciale, ma chérie. Vraiment spéciale. Et Agnès. Agnès, c'est quelqu'un qui va devenir très importante dans ta vie. Elle va être beaucoup plus présente désormais. Ça te va? » Alissa pencha la tête, l'observant de ses 2 yeux perspicaces. Était-elle la petite fille qu'elle avait perdue? Celle qui lui avait été enlevée? Joseph retint son souffle. Comment le savait-elle? Comment cette enfant savait-elle toujours tout? Nous sommes encore en train de chercher la réponse, dit-il prudemment. Mais peut-être, est-ce que ça te conviendrait si tu avais un lien spécial avec Agnès? Alissa réfléchit longuement. Puis elle grimpa sur les genoux de Joseph et enroula ses bras autour de son cou. « Papa, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours mon papa, n'est-ce pas? Parce que c'est toi qui prends soin de moi, qui m'aime et qui me fait des crêpes. Ça fait de toi mon vrai papa. » Joseph la serra contre lui, respirant le parfum de fraise de son shampoing, sentant la chaleur réconfortante de son petit corps contre le sien. « Pour toujours, ma petite fille, rien ne changera cela. »« Tant mieux, » dit Alissa avec satisfaction. « Alors ça ne fait rien si Agnès veut aussi être spéciale pour moi.
L'amour ne s'épuise pas. Il y en a toujours assez dans la bouche des enfants. Cet enfant comprenait quelque chose que les adultes passaient de leur vie à essayer de saisir. Que l'amour n'était pas limité, n'était pas compétitif, n'était pas un jeu à somme nulle, qu'un cœur pouvait contenir plusieurs vérités à la fois. Quand Agnès arriva 20 minutes plus tard, elle avait les yeux rouges mais déterminés. Joseph la fit entrer et ils s'assirent à la table de la cuisine pendant qu'Alissa continuait à jouer dans sa chambre. « J'ai parlé à mon avocat », commença Agnès. « Compte tenu des circonstances, de l'adoption illégale, de la fraude, du fait que vous avez été trompé autant que moi, nous avons plusieurs options. Je pourrais demander la garde exclusive. La loi serait probablement de mon côté. Alissa m'a été volée et j'ai tous les droits légaux pour la récupérer. » Joseph sentit un frisson glacial lui parcourir les veines. « Mais je ne vais pas faire ça », continua Agnès, en tendant la main par-dessus la table pour saisir la sienne. « Parce que cet enfant vous aime. Vous êtes son père à tous les égards. Je ne vais pas l'arracher au seul parent qu'elle ait jamais connu. Surtout quand, dit-elle en marquant une pause, la voix brisée, surtout quand vous vous battez pour chaque jour qui vous reste avec elle. Que suggérez-vous » demanda Joseph d'un ton sec. « Une garde partagée, une coparentalité. Nous lui dirons la vérité ensemble, d'une manière adaptée à son âge. Nous l'aiderons à comprendre qu'elle a deux parents qui l'aiment, toi qui l'as élevée et moi qui lui ai donné la vie. Nous lui laisserons le temps de s'adapter pour construire progressivement une relation avec moi. Et quand le moment viendra où tu... » Elle ne put terminer sa phrase. « Quand je mourrai, dit Joseph sans détour. Oui, quand cela arrivera, je deviendrai son tuteur principal. Mais d'ici là, nous faisons cela ensemble. Nous lui apportons la stabilité dont elle a besoin tout en lui présentant la famille dont elle a été séparée. » Agnès lui serra la main. « Je ne suis pas ton ennemi, Joseph. Je ne suis pas ici pour t'enlever ta fille. Je suis ici parce que je veux la connaître, faire partie de sa vie, lui donner tout ce qu'elle mérite. Mais je ne le ferai pas au prix de détruire ce que vous avez construit avec elle. » Joseph fixa cette femme remarquable qui avait toutes les raisons d'être en colère, d'être vindicative, d'exiger la garde immédiate. Au lieu de cela, elle lui offrait sa grâce dans ses derniers mois. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?»« Parce qu'Alissa vous aime » répondit simplement Agnès. « Et parce que j'ai passé 6 ans à croire que ma fille était morte, je ne vais pas gaspiller le temps précieux que j'ai avec elle en menant des batailles juridiques et en lui causant un traumatisme. Je veux qu'elle me connaisse, qu'elle m'aime, mais je veux aussi qu'elle continue à vous aimer. Il n'y a pas de délai pour cela, pas de date limite. Nous avons le présent, et nous en profitons au maximum. » Les larmes brûlaient les yeux de Joseph. « Je ne mérite pas cela. Tu mérites chaque moment que tu peux passer avec elle, » dit Agnès avec fougue. « Tu es un bon père, Joseph. Cela ne fait aucun doute. Alors, soyons de bons parents ensemble. Marché conclu. » Elle tendit la main de manière formelle. Joseph la fixa un instant, puis la saisit fermement. Marché conclu, ils passèrent l'heure suivante à planifier comment annoncer à Alissa qu'ils le feraient ensemble demain après l'école. Il lui expliquerait qu'Agnès était sa mère biologique, que Joseph était le père qui l'avait élevée et qu'ils l'aimaient tous les deux plus que tout au monde. Il répondrait à ses questions honnêtement mais avec douceur. Il la laisserait digérer la nouvelle à son rythme. « Encore une chose, » dit Agnès alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Je veux engager la meilleure équipe médicale pour toi. Deuxièmes avis, traitements expérimentaux, tout ce qui pourrait te donner plus de temps. S'il te plaît, ne discute pas avec moi à ce sujet. Considère cela comme une compensation pour les 6 années que tu as données à Alissa. 6 années d'amour, de sécurité et de bonheur qui m'ont manqué. Laisse-moi faire cela. » Joseph voulait refuser. Sa fierté lui dictait de refuser. Mais l'idée de pouvoir passer plus de temps avec Alissa, même si ce n'était que quelques semaines ou quelques mois supplémentaires, était trop tentante. « D'accord, » dit-il. « Merci. » Agnès partit et Joseph resta debout à la fenêtre, la regardant s'éloigner dans sa Mercedes. Puis il se retourna et regarda son humble appartement, l'endroit où il avait été père, où il avait appris ce que signifiait aimer quelqu'un plus que sa propre vie. Demain, tout allait changer. Demain, Alissa apprendrait la vérité. Mais ce soir, juste pour ce soir, elle était encore sa petite fille, rien qu'à lui. Et il s'accrocherait à cela aussi longtemps qu'il le pourrait. Car dans son cœur, là où cela comptait le plus, elle serait toujours sa fille, toujours son Alissa, pour toujours et à jamais, comme elle le lui avait promis. Le mercredi après-midi arriva avec un soleil cruel. Joseph alla chercher Alissa à l'école comme d'habitude, mais Agnès l'attendait dans son appartement lorsqu'ils arrivèrent. Elle avait utilisé la clé de secours qu'il lui avait donnée et se tenait dans le salon, l'air à la fois terrifié et déterminé.
Le visage d'Alissa s'illumina lorsqu'elle vit Agnès. « Bonjour, tu es venue nous rendre visite ?»« Oui, ma chérie, » répondit Agnès d'une voix étonnamment calme. « Ton papa et moi avons besoin de te parler d'une chose très importante. Est-ce que ça va ?» Alissa les regarda tour à tour, sa perspicacité se manifestant immédiatement. « C'est une mauvaise nouvelle ? C'est une nouvelle compliquée, » répondit Joseph en la guidant vers le canapé et en s'asseyant à côté d'elle. Agnès prit la chaise en face d'eux. « Mais souviens-toi de ce que tu m'as dit hier, que l'amour ne s'épuise pas. »« Oui, papa. Eh bien, nous avons besoin que tu t'en souviennes maintenant, car ce que nous allons te dire est surprenant. Mais cela ne change en rien l'amour que je te porte, ou celui qu'Agnès te porte. »« D'accord ?» Alissa acquiesça lentement, ses petites mains agrippant le bras de Joseph. Agnès se pencha en avant, les yeux brillants. « Alissa, ma chérie, il y a 6 ans, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une petite fille. Mais des gens très méchants me l'ont enlevée juste après sa naissance. Ils m'ont dit qu'elle était morte et je les ai crus. J'étais tellement triste, plus triste que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. C'est terrible, murmura Alissa. Oui, ça l'était. Mais récemment, j'ai découvert la vérité. Ces méchants n'ont pas laissé mourir mon bébé. Ils l'ont donné à une autre famille. Ils l'ont donné à une dame qui avait perdu son propre bébé et qui était très triste, tout comme moi. Cette dame s'appelait Sarah. Alissa écarquilla les yeux. « Ma maman Sarah, celle qui est partie ? Oui, ma chérie, » répondit Joseph doucement. « Ta maman Sarah ? Les médecins lui ont dit que tu étais une adoption spéciale, qu'elle sauvait un bébé qui avait besoin d'un foyer. Au début, elle ne connaissait pas la vérité. Elle pensait faire quelque chose de bien. Mais je n'ai pas été adoptée, » dit Alissa, le visage empreint de confusion. « Tu es mon papa, tu as toujours été mon papa. »« J'ai toujours été ton papa, » dit Joseph, la voix brisée. « Et je le serai toujours. Mais Sarah ne m'a jamais dit la vérité sur tes origines. Je pensais que tu étais ma fille biologique. Je pensais que Sarah t'avait mise au monde. Mais ce n'est pas elle, c'est Agnès. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Alissa regarda Agnès avec de grands yeux, assimilant cette information avec cette intelligence remarquable qui surprenait toujours les adultes qui l'entouraient. « Alors, tu es ma maman biologique ?» demanda lentement Alissa, celle qui m'a portée dans son ventre. Agnès acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Oui, ma chérie, je t'ai portée pendant 9 mois. Je t'ai senti bouger et donner des coups de pied. Je t'ai chanté des chansons avant ta naissance. Puis des gens méchants t'ont volé et j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Mais tu es là, tu es parfaite et je suis tellement désolée de ne pas avoir été là pour toi toute ta vie. Je suis vraiment désolée. » Alissa resta silencieuse pendant un long moment. Son visage était sérieux tandis qu'elle réfléchissait à tout cela. Puis elle regarda Joseph. « Tu es en colère contre moi, papa ?» Cette question brisa le cœur de Joseph. « En colère contre toi, ma petite fille ? Pourquoi serais-je en colère contre toi ? Parce que je ne suis pas vraiment ta fille. Parce que les méchants ont menti. Et maintenant, tout est différent. » Joseph la prit sur ses genoux et la serra fort dans ses bras. « Écoute-moi, Alissa Rose Miller. Tu es à moi. Tu seras toujours à moi. Ce n'est pas la biologie qui fait un père. C'est l'amour qui fait un père. Chaque couche que j'ai changée, chaque cauchemar que j'ai chassé, chaque crêpe que j'ai préparée, chaque histoire que j'ai lue, c'est ça qui fait de moi ton papa. Rien ne changera cela, rien. » « Mais Agnès est triste parce qu'elle a raté tout ça, » dit Alissa d'une petite voix. « Elle a raté toute ma vie. Je suis triste pour ça, » admit Agnès en essuyant ses larmes. « Mais je suis aussi heureuse, Alissa, tellement heureuse de t'avoir trouvée, de pouvoir te connaître maintenant. Et je suis reconnaissante à ton papa de t'avoir si bien élevée toutes ces années. C'est un père formidable. » Alissa les regarda tour à tour, l'expression analytique sur son jeune visage. « Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Dois-je choisir ? Dois-je aller vivre avec Agnès et quitter papa ? » « Non, » répondit Agnès fermement. « Absolument pas. Nous allons te partager, si cela te convient. Tu vivras ici avec ton papa comme d'habitude, mais je viendrai te rendre visite souvent. Nous passerons du temps ensemble, apprendrons à nous connaître, et peut-être que parfois tu pourras venir chez moi aussi, si tu veux. Mais ta maison est ici, avec ton papa. »« Pour combien de temps ?» demanda Alissa. Et il y avait quelque chose dans son ton qui fit se figer les deux adultes. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda Agnès avec précaution. Alissa se tourna vers Joseph, et ses yeux étaient bien trop vieux pour une enfant de 6 ans. « Papa est malade. Il est vraiment malade. Je sais qu'il essaie de le cacher, mais je ne suis pas stupide. Les médicaments, la fatigue, la façon dont il souffre quand il pense que je ne le vois pas. Il va bientôt partir, n'est-ce pas ? Comme le papa de mon histoire de princesse qui est devenu une étoile. » Joseph ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait plus parler. Depuis combien de temps le savait-elle ? Depuis combien de temps sa petite fille portait-elle ce terrible secret ?
Alissa, commença-t-il, mais elle posa sa petite main sur sa joue. « Ça va, papa, je n'ai pas peur. Tu m'as dit que tu m'enverrais des signes, tu te souviens? Et maintenant je comprends pourquoi Agnès est venue. Elle est l'un de tes signes. Tu savais que j'aurais besoin d'une maman quand tu devrais partir. Alors tu t'es assuré qu'elle me trouve. C'est ce que font les papas. Ils s'assurent que leurs petites filles vont bien, même quand ils ne peuvent pas rester. » La sagesse, l'acceptation déchirante dans sa voix les bouleversèrent tous les deux. Agnès sanglotait ouvertement maintenant, et Joseph ne pouvait retenir ses propres larmes. « Je ne veux pas te quitter, » dit Joseph, la voix étranglée. « Je resterais pour toujours si je le pouvais. Je sais, papa, mais parfois, on n'a pas le choix. C'est ce que tu m'as dit quand grand-mère est morte. Parfois, les gens doivent partir, mais l'amour reste. L'amour reste toujours. » Elle se tourna vers Agnès. « Tu prendras soin de moi quand papa devra devenir une étoile? Tu m'aimeras comme lui-même ?» Agnès glissa de sa chaise et s'agenouilla devant le canapé, prenant les mains d'Alissa. « Je t'aimerai de tout mon cœur. Je te protégerai. Je te donnerai un foyer agréable. Je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Et je te promets que je n'essaierai jamais de remplacer ton papa. Nous parlerons de lui tous les jours. Nous regarderons des photos, nous raconterons des histoires et nous garderons son souvenir vivant pour toujours. Tu sauras toujours à quel point il t'aime. »« D'accord, » répondit simplement Alissa. Puis elle regarda Joseph. « Pourrons-nous encore passer du temps ensemble avant que tu ne partes? On pourra encore faire des crêpes, raconter des histoires et tout le reste? Tous les jours, ma petite fille. » Promis Joseph. « Tous les jours qu'il me reste. »« Alors c'est bien, » décida Alissa. Elle regarda à nouveau Agnès. « Je peux t'appeler Agnès pour l'instant? Je ne suis pas encore prête pour maman. Ça me fait encore bizarre. Tu peux m'appeler comme tu veux. » la rassura Agnès. « Il n'y a pas d'urgence. On a le temps de tout régler. »« D'accord. » Agnès et papa. Alissa acquiesça, satisfaite de cet arrangement. « Je peux aller jouer maintenant? C'est beaucoup d'émotions. » Les deux adultes rirent à travers leurs larmes. « Bien sûr, ma chérie, » dit Joseph. Alissa les serra tous les deux dans ses bras. Joseph d'abord, puis Agnès, avant de disparaître dans sa chambre. Il pouvait l'entendre parler doucement à ses peluches, assimilant la situation à sa manière. Agnès regarda Joseph avec admiration. « Elle est incroyable. Comment peut-elle être aussi sage ?»« Je ne sais pas, » admit Joseph. « Elle a toujours été comme ça, une vieille âme, » disait ma mère. « Joseph, à propos de ce qu'elle a dit sur ta maladie, c'est grave ?» Il lui raconta alors tout, le diagnostic, le pronostic, le fait qu'il avait refusé le traitement parce qu'il n'avait pas les moyens de le payer et qu'il voulait économiser le peu d'argent qu'il avait pour l'avenir d'Alissa. Agnès écouta avec une horreur grandissante. « L'équipe médicale dont je t'ai parlé, » dit-elle avec insistance, « on commence demain. Peu importe ce que ça coûte, on va se battre avec tous les moyens dont on dispose. Agnès, le cancer est au stade 4. Il s'est propagé dans mes os, mes organes. Aucune somme d'argent ne suffira. On n'en sait rien, » l'interrompit-elle. « La science médicale fait des choses incroyables. Des traitements expérimentaux, des essais cliniques. On va explorer toutes les options. S'il te plaît, Joseph, laisse-moi faire ça. Laisse-moi donner à Alissa plus de temps avec toi. Laisse-moi nous donner à tous les deux plus de temps avec toi. » Ces mots le prirent au dépourvu. Elle le considérait désormais comme un membre de sa famille, cette femme qu'il connaissait depuis moins d'une semaine. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi tiens-tu tant à me garder en vie? Tu pourrais avoir Alissa pour toi tout seul si je mourais. » Agnès le regarda comme s'il lui était poussé une deuxième tête. « Parce que cette petite fille là-dedans t'adore. Parce que tu es un homme bon qui a subi un terrible coup du sort et qui a quand même réussi à être un père extraordinaire. Parce qu'Alissa mérite de nous avoir tous les deux aussi longtemps que possible. » Et honnêtement, elle sourit tristement. « Parce que je t'aime bien, Joseph. Dans une autre vie, nous aurions pu être amis. Alors je ne suis pas prête à te perdre non plus. » Joseph sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant 6 mois, il avait affronté seul la mort, portant ce fardeau en silence. Maintenant, soudain, il avait quelqu'un avec qui le partager. Quelqu'un qui se battrait à ses côtés. Non pas pour elle-même, mais pour sa fille. Leur fille. « D'accord, » dit-il. « Nous allons essayer. Nous allons nous battre pour Alissa. » « Pour Alissa, » acquiesça Agnès. Ils se serrèrent la main comme s'ils scellaient un accord commercial. Mais cela semblait bien plus que cela. Cela ressemblait à une promesse, un pacte, un engagement commun à offrir à une petite fille le meilleur avenir possible, quel qu'en soit le prix pour eux personnellement. Depuis la chambre d'Alissa, ils l'entendirent chanter doucement une chanson inventée sur les étoiles, les anges et l'amour éternel. Et pour la première fois depuis son diagnostic, Joseph ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais osé ressentir auparavant, l'espoir.
3 mois passèrent à un rythme étrange et nouveau. Agnès se révéla être une force de la nature en matière d'intervention médicale. Une semaine après leur conversation, elle avait inscrit Joseph à un essai clinique expérimental d'immunothérapie dans un hôpital de recherche situé à 3 heures de route. Les traitements étaient brutaux. Des jours de perfusion suivis de semaines d'effets secondaires qui ont laissé Joseph plus affaibli que le cancer lui-même. Mais quelque chose d'inattendu se produisait. Les tumeurs ne grossissaient pas. À certains endroits, elles rétrécissaient même. « Je ne veux pas encore parler de rémission », leur a dit le docteur Sarah Chen, qui n'avait heureusement aucun lien de parenté avec son ex-femme lors d'un rendez-vous de suivi à la fin du printemps. Mais Joseph, quel que soit l'effet de ce traitement, il fonctionne. Votre dernier scanner a montré une réduction de 30% de la masse tumorale. C'est remarquable pour un cancer de stade 4. Joseph avait pleuré dans la voiture après cela, Agnès lui tenant la main et Alissa bavardant joyeusement à l'arrière à propos d'une sortie scolaire. 30%. Ce n'était pas une guérison, mais c'était du temps. Un temps précieux et inattendu. Agnès s'était parfaitement intégrée dans leur vie. Elle venait 4 soirs par semaine, apportant des plats de restaurants chers qui ont permis à Alissa de découvrir d'autres aliments que les nuggets de poulet et les macaronis au fromage. Elle assistait aux réunions parents-professeurs, aux pièces de théâtre de l'école, aux rendez-vous chez le médecin. Elle et Joseph avaient développé une relation de coparentalité facile qui les avait surpris tous les deux. Elle dépensait également de l'argent pour chaque problème, avec un enthousiasme qui avait d'abord mis Joseph mal à l'aise, mais qu'il avait appris à accepter. De nouveaux meubles ont remplacé leurs anciens. Le fonds pour les études universitaires d'Alissa avait augmenté de manière exponentielle. Les factures médicales qui auraient dû le ruiner étaient réglées sans discussion. « Laisse-moi m'en occuper », disait Agnès chaque fois qu'il protestait. « J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Laisse-moi l'utiliser pour prendre soin de notre fille et de l'homme qui lui a sauvé la vie en l'aimant quand je n'en étais pas capable. » Notre fille, cette expression était devenue naturelle, désormais. Alissa s'était épanouie sous l'attention de 2 parents dévoués. Elle appelait Agnès par son prénom, n'étant pas encore prête à l'appeler maman, mais leur lien se renforçait chaque jour. Agnès lui enseignait le commerce et les fleurs, ainsi que la grand-mère qu'Alissa ne rencontrerait jamais. Joseph lui enseignait la résilience, les crêpes et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Ensemble, ils lui offraient quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait lui offrir seul, une famille complète. Même si cela semblait différent des familles traditionnelles, c'est lors d'une chaude soirée de juin que tout a de nouveau changé. Agnès avait apporté de la nourriture chinoise et ils mangeaient ensemble à la table de Joseph, leur table en réalité, puisque c'était Agnès qui l'avait achetée. Lorsqu'on frappa brusquement à la porte, Joseph ouvrit et se trouva face à 2 personnes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Un homme âgé distingué vêtu d'un costume coûteux et une femme de l'âge d'Agnès, avec les mêmes cheveux foncés et les mêmes pommettes saillantes. « Puis-je vous aider ?» demanda Joseph. Le regard de l'homme était froid. « Nous cherchons Agnès Parker. On nous a dit qu'elle passait ses soirées ici. » Agnès apparut à côté de Joseph, le visage pâle. « Père, Victoria, que faites-vous ici ? Que fais-je ici ?» répéta l'homme, le père d'Agnès. « La meilleure question est « Que fais-tu ici, dans ce quartier, avec ces gens ?» Nous avons entendu des rumeurs inquiétantes, Agnès, très inquiétantes. Est-il vrai que vous prétendez avoir retrouvé votre fille, celle qui est morte il y a 6 ans ? Elle n'est pas morte, dit Agnès, d'une voix calme malgré sa peur. Elle a été enlevée. Et oui, je l'ai retrouvée. Elle est à l'intérieur en train de dîner. Voici Joseph Miller, l'homme qui l'a élevée. Joseph, voici mon père, Richard Parker, et ma sœur, Victoria. Richard a esquissé un sourire méprisant en regardant Joseph de haut en bas, clairement peu impressionné. Tu ne peux pas être sérieuse. Cet homme, cet endroit, Agnès, tu es devenue folle. Ce bébé est mort. Nous l'avons tous pleuré. Tourner la page était la meilleure chose à faire pour toi. Je n'ai pas tourné la page, père. Je me suis plongé dans le travail parce que je pensais que je n'avais pas le choix. Mais maintenant, j'ai le choix et je choisis ma fille. Victoria s'avança. Son expression était compatissante, mais calculatrice. Agnès, réfléchis rationnellement. Même si cet enfant est le tien, ce dont je doute fortement, tu ne peux pas bouleverser toute ta vie pour elle. Tu es PDG d'une entreprise qui vaut plusieurs millions de dollars. Tu as des responsabilités et une réputation à défendre. Elle jeta un coup d'œil à Joseph. Dans cette situation, nous allons faire parler de nous. Un scandale ? Je me fiche du scandale, dit Agnès d'un ton neutre. Mais moi, je m'en soucie, rétorqua Richard. Je me soucie du nom de notre famille. Je me soucie de l'entreprise que j'ai mis 40 ans à bâtir. Et je ne te laisserai pas tout détruire à cause d'un fantasme maternel mal avisé. Papa,
Qui sont ces gens ?» Alissa apparut dans le couloir, attirée par les voix qui s'élevaient. Elle regardait les inconnus avec curiosité plutôt qu'avec crainte. Richard et Victoria la fixaient du regard. Malgré leur mépris, Joseph pouvait voir le moment où ils reconnurent la ressemblance. Alissa avait les yeux d'Agnès, le menton d'Agnès, les traits distinctifs de la grand-mère d'Agnès. « Mon Dieu !» murmura Victoria. « Elle ressemble trait pour trait à grand-mère Éléonore, parce que c'est son arrière-petite-fille, » dit Agnès en se plaçant protectivement à côté d'Alissa. « Voici Alissa. Alissa, voici mon père et ma sœur, ton grand-père et ta tante. » Alissa les observa avec sa perspicacité caractéristique. « Vous n'avez pas l'air très heureux de me rencontrer. »« Ce n'est pas ça, ma chérie, » dit Victoria en s'adoucissant légèrement. « C'est juste très surprenant. Nous ne savions pas que tu existais. »« Eh bien, maintenant vous le savez, » dit simplement Alissa. « Vous voulez dîner ? Nous avons des rouleaux de printemps en plus. » L'innocence de cette proposition flottait dans l'air. Richard regarda cette fillette de 6 ans qui était sa petite fille. Il regarda le modeste appartement, Joseph avec son corps émacié et sa maladie évidente, et son expression se durcit encore davantage. « Agnès, puis-je te parler en privé ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Agnès. « Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Joseph et Alissa. Nous sommes une famille maintenant. » « Une famille. » Le rire de Richard était amer. « Ne sois pas ridicule. Tu connais à peine cet homme. Et cet enfant, même si elle est biologiquement la tienne, a été élevée ici. » Il fit un geste dédaigneux vers l'appartement. « Quel avenir peut-elle avoir ici ? Un avenir rempli d'amour, » répondit Joseph calmement, s'exprimant pour la première fois depuis l'arrivée des Parker. « Ce qui est plus que ce que vous lui offrez actuellement. » Richard se tourna vers lui. « Ne vous permettez pas de me donner des leçons sur l'éducation des enfants, Monsieur Miller. J'ai bâti un empire, j'ai offert à mes filles tous les avantages possibles. Qu'avez-vous offert à part la pauvreté et une mauvaise santé ? » « Père, arrêtez, » dit Agnès d'un ton sec. Joseph a donné à Alissa tout ce qui compte. Il a été là pour chaque genou écorché, chaque cauchemar, chaque triomphe. Où étiez-vous quand je pleurais la perte de mon enfant ? Oh, c'est vrai. Vous me disiez de passer à autre chose, d'oublier, de me concentrer sur les affaires. Eh bien, j'en ai fini de suivre vos conseils sur ce qui compte dans la vie. Si vous poursuivez dans cette voie, dit Richard froidement, si tu insistes pour continuer cette mascarade, je te démettrai de tes fonctions de PDG. Le conseil d'administration me soutiendra. Tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé. Agnès rit, et il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Tu crois que ça m'importe ? Tu crois que ton entreprise compte plus pour moi que ma fille ? Alors tu ne me comprends pas du tout, père. Tu ne m'as jamais comprise, Agnès. Je t'en prie, intervint Victoria, essayant de jouer les médiatrices. Ne prenez pas de décisions irréfléchies. Réfléchissez logiquement. Vous pourriez aider cet enfant, créer un fonds fiduciaire, assurer son éducation sans bouleverser toute votre vie. Vous n'avez pas besoin de jouer à la dinette avec, dit-elle en jetant un regard à Joseph. Avec lui. Joseph était le père d'Alissa, dit Agnès fermement. Il l'est depuis 6 ans, et il le restera jusqu'à ce qu'elle, incapable de finir. Jusqu'à sa mort, demanda Richard brutalement. Oui, nous avons fait nos recherches. Cancer de stade 4, il est en phase terminale, dit Agnès. Dans 6 mois, peut-être 1 an, cet homme sera parti, et vous vous retrouverez seul à ramasser les morceaux avec une enfant traumatisée qui n'a connu que l'instabilité. Alissa poussa un petit gémissement. Tous les adultes se tournèrent vers elle, et le cœur de Joseph se brisa en voyant les larmes couler sur son visage. « Ça suffit, » dit-il d'un ton sec. « Sortez, tous les deux. Vous n'avez pas le droit de venir chez moi et de bouleverser ma fille. Votre fille, ricana Richard. Elle n'est pas à vous, elle ne l'a jamais été. Vous n'êtes qu'un homme qui a élevé sans le savoir une enfant volée. Vous n'avez aucun droit légal ici, Monsieur Miller. Absolument aucun. Il a tous les droits, dit Agnès, la voix tremblante de rage. C'est le père d'Alissa. Je m'en suis assuré légalement. Nous avons la garde partagée. Donc, à moins que vous ne vouliez que je ne vous adresse plus jamais la parole, père, vous allez présenter vos excuses à Joseph et à Alissa immédiatement. Le face-à-face dura plusieurs longues secondes. Finalement, Victoria prit le bras de son père. « Allez, papa, cela ne mène à rien. Agnès, appelez-moi lorsque vous serez prête à discuter rationnellement. Nous resterons en ville pendant quelques jours. » Ils partirent, et la porte qui se referma derrière eux donna l'impression que la bataille était terminée. Agnès s'agenouilla immédiatement à côté d'Alissa et essuya ses larmes. « Je suis vraiment désolée, ma chérie. Il n'avait pas le droit de dire ces choses. »« C'est vrai ?» demanda Alissa en regardant Joseph. « Tu vas bientôt mourir ? C'est pour ça que tu es si malade ?» Joseph échangea un regard avec Agnès.
Ils attendaient le bon moment pour avoir cette conversation. Apparemment, ce moment était venu. « Viens ici, ma petite fille », dit-il en s'asseyant sur le canapé et en tirant Alissa sur ses genoux. Agnès s'assit à côté d'eux. « Oui, je suis très malade. Les médicaments m'aident et je vais mieux que ce que les médecins avaient prévu. Mais le type de cancer dont je souffre ne disparaît généralement pas complètement. »« Combien de temps ?» murmura Alissa. « Nous ne savons pas exactement. Peut-être quelques mois, peut-être plus. Les médecins sont surpris de voir à quel point je réagis bien au traitement. Mais tu vas quand même finir par me quitter. Ce n'était pas une question. » Joseph la serra contre lui. « Probablement. Oui, ma chérie, je suis vraiment désolé. Mais Agnès sera là, et tout ira bien pour toi. Vraiment, tu es forte, intelligente et tellement aimée. » Alissa resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle leva les yeux vers Agnès. « Ton père est méchant. » Malgré tout, Agnès rit. « Oui, il peut l'être. Je suis désolé que tu l'aies rencontré comme ça. Va-t-il essayer de m'éloigner de toi et de papa ? Jamais, promis Agnès. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu resteras ici avec nous aussi longtemps que ton papa pourra être avec nous. Puis tu viendras vivre avec moi. Mais nous n'oublierons jamais papa et nous irons souvent sur sa tombe et nous raconterons des histoires sur lui tous les jours. » « D'accord. » Alissa acquiesça lentement, digérant l'information. « D'accord. On peut quand même manger des rouleaux de printemps maintenant ? J'ai faim. » Ce retour soudain à la normale était tellement typique d'Alissa que les deux adultes sourirent à travers leurs larmes. « Oui, ma petite fille, » dit Joseph, « on peut manger des rouleaux de printemps. » Ce soir-là, après qu'Alissa se fut endormie, Agnès et Joseph s'assirent dans le salon, épuisés. « Je pensais ce que j'ai dit, » lui dit Agnès. « Mon père peut me menacer autant qu'il veut. Je choisis Alissa. Je choisis cette famille que nous avons fondée, même si cela me coûte tout le reste. C'est un grand sacrifice, » dit Joseph. « Ce n'est pas un sacrifice, » corrigea Agnès. « C'est un choix. Le premier choix vraiment important que j'ai fait dans toute ma vie. Et je le referai sans hésiter. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable. Deux partenaires improbables liés par leur amour pour une petite fille extraordinaire. Et dehors, les étoiles brillaient, témoins d'une famille qui ne ressemblait en rien à la tradition, mais qui était unie par quelque chose de bien plus fort, les liens indestructibles d'un amour choisi. 4 mois plus tard, l'automne avait peint le monde dans des tons dorés et cramoisis. Joseph se tenait à la fenêtre de la chambre d'amis d'Agnès, qui était désormais sa chambre, et regardait Alissa jouer dans l'immense jardin en contrebas. Agnès avait insisté pour qu'il emménage chez elle 6 semaines plus tôt, lorsque les escaliers de son appartement étaient devenus trop difficiles à monter. Il avait résisté, mais finalement, sa fierté n'avait pas pu rivaliser avec le bon sens. Le traitement lui avait fait gagner du temps, un temps précieux, mais ce n'était pas un miracle. Le cancer gagnait lentement mais sûrement. Le docteur Chen estimait qu'il lui restait quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2 s'il avait de la chance. Mais ces semaines avaient été plus riches que Joseph n'aurait jamais pu l'imaginer. Agnès avait démissionné de son poste de PDG. Son père avait mis sa menace à exécution, mais Agnès était partie sans se retourner. Elle avait conservé ses importantes participations boursières et son fonds fiduciaire, plus que suffisant pour vivre confortablement, et s'était consacrée à ce qu'elle appelait le seul travail qui comptait vraiment, être mère. Victoria l'avait contactée en privé pour s'excuser du comportement de leur père. Elle était venue 2 fois, essayant timidement de nouer une relation avec Alissa. Richard restait obstinément absent, mais Agnès semblait s'en accommoder. « Papa, viens jouer !» cria Alissa depuis le rez-de-chaussée en lui faisant signe. Joseph descendit lentement les escaliers, Agnès lui offrant son bras. Elle faisait cela maintenant, l'aider sans en faire toute une histoire. Traitant sa fragilité croissante avec une gentillesse naturelle, ils passèrent de l'après-midi dans le jardin, Alissa leur apprenant les noms des fleurs que la défunte mère d'Agnès avait plantées des années auparavant. D'une manière ou d'une autre, Alissa les connaissait toutes, non pas parce que quelqu'un le lui avait appris, mais grâce à un lien inexplicable avec la grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ce soir-là, après avoir couché Alissa, Agnès et Joseph s'assirent dans la bibliothèque avec un verre de vin. Un seul pour Joseph, sur ordre du médecin. « Je dois te dire quelque chose, » dit Agnès, « quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière. Je ne savais pas si je devais t'en parler, mais je pense que tu mérites de savoir. » Joseph se raidit. « Qu'y a-t-il ? » « J'ai retrouvé Marcus Westbrook et je l'ai confronté à ce qu'il a fait il y a 6 ans. » Elle serra les mâchoires. Au début, il a tout nié, mais j'avais des preuves, des documents financiers. Mon enquêteur a découvert des emails, le témoignage d'une infirmière de la clinique qui était prête à parler. Marcus les a payés pour échanger les bébés. Joseph,
Il leur a versé 50 000 $ pour me donner le bébé mort-né de Sarah et donner Alissa à Sarah en lui disant qu'il s'agissait d'une adoption privée. Jésus, a soufflé Joseph. Pourquoi aurait-il fait ça? Parce qu'il ne voulait pas être piégé dans un mariage à cause d'un bébé. Parce que c'est un lâche et un monstre. J'ai tout remis à la police. Il sera accusé de fraude, de complot, peut-être même d'enlèvement. Il va aller en prison, Joseph. Il ne s'en tirera pas comme ça, après ce qu'il nous a fait, à nous tous, y compris Sarah. Joseph pensa à son ex-femme, la femme qui était partie si brusquement. « Savez-vous où se trouve Sarah ?» Agnès acquiesça. « Mon enquêteur l'a retrouvée en Floride. Elle s'est remariée, elle a une nouvelle vie. » Quand elle a découvert la vérité sur les origines d'Alissa, le directeur de la clinique lui a tout avoué il y a environ 18 mois, juste avant de mourir d'une crise cardiaque. Elle n'a pas pu le supporter. Elle aimait Alissa, mais la culpabilité l'a détruite. Elle savait que si elle vous le disait, si elle le disait à quelqu'un, elle perdrait tout et Alissa lui serait enlevée. Alors, elle s'est enfuie. « Je devrais la détester », a dit Joseph. « Mais je ne peux pas. Elle m'a donné 6 ans avec Alissa. Quelles que soient ses raisons, quelles que soient ses erreurs, elle m'a donné ça. Je sais, a dit Agnès doucement. Je me suis réconcilié avec elle aussi. Elle m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire de mon enquêteur. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de voler mon bébé, que lorsqu'elle avait enfin appris la vérité, cela l'avait brisée. Elle demandait si elle pourrait écrire à Alissa un jour, quand Alissa serait assez grande pour comprendre. Je lui ai répondu, peut-être un jour. Ils restèrent assis en silence, réfléchissant à l'enchevêtrement de mensonges et d'amour qui les avait tous amenés à ce moment. « Agnès, dit lentement Joseph, j'ai quelque chose à te demander, une faveur, tout ce que tu veux. Quand je mourrai, dit-il en levant la main lorsqu'elle commença à protester. Quand je mourrai, je veux que tu me promettes quelque chose. Je veux que tu laisses Alissa se souvenir de moi comme de son père, pas comme de son père adoptif, pas comme de l'homme qui l'a élevée temporairement. Son père. Tu peux faire ça, Joseph? Bien sûr. Je ne ferai jamais ça. Laisse-moi finir. Je veux que tu lui parles de moi, mais je veux aussi que tu ailles de l'avant. Retrouve l'amour si tu le peux. Donne à Alissa une famille complète, une mère et un père qui sont là ensemble. Ne laisse pas mon souvenir t'empêcher de construire la vie que vous méritez tous les deux. » Les yeux d'Agnès se remplirent de larmes. « Tu me demandes de te remplacer. Je te demande de vivre pleinement. Tu as 30 ans, Agnès. Tu as toute la vie devant toi. Ne la passe pas en tant que veuve d'un homme avec lequel tu n'as jamais été mariée. Je ne veux pas y penser, dit Agnès, la voix brisée. Nous devons le faire. Nous savons tous les deux que je n'ai plus beaucoup de temps. La douleur s'intensifie. La fatigue est de plus en plus constante. Je le sens, Agnès. Je m'éteins peu à peu. Et avant de partir, j'ai besoin de savoir que toi et Alissa irez bien. Pas seulement survivre, mais vous épanouir. Vivre pleinement. Mener une vie heureuse. » Agnès s'assit à côté de lui. Elle lui prit la main. « Elle se souviendra de toi, Joseph, tous les jours, je te le promets. Et quand elle sera plus grande, je lui raconterai tout. Comment tu l'aimais même quand tu as découvert qu'elle n'était pas biologiquement la tienne? Comment tu t'es battu pour lui offrir tout ce qu'il y avait de mieux malgré ta maladie? Comment tu étais l'homme le plus courageux et le plus altruiste que j'ai jamais connu? Ne fais pas de moi un saint, dit Joseph avec un faible sourire. J'étais juste un homme qui aimait son enfant. Tu étais bien plus que cela. » Les 2 semaines suivantes passèrent dans un brouillard. L'état de Joseph se détériora rapidement. Les analgésiques furent augmentés jusqu'à ce qu'il passe la plupart de son temps à dormir. Agnès engagea une infirmière spécialisée en soins palliatifs et la chambre de Joseph devint un espace paisible où Alissa pouvait venir quand elle le souhaitait. Elle venait souvent, se glissant dans le lit à côté de lui pour lui montrer ses dessins, lui parler de l'école ou simplement être près de lui. Joseph chérissait chaque instant, même lorsqu'il était trop fatigué pour répondre. Un jeudi après-midi de fin octobre, Joseph se réveilla de sa sieste et trouva Alissa assise à côté de son lit en train de dessiner. « Salut ma petite fille » murmura-t-il. Elle leva les yeux, le visage illuminé. « Papa, tu es réveillé. Je t'ai dessiné quelque chose. » Elle lui montra le dessin et Joseph eut le souffle coupé. Il représentait 3 personnages, un homme, une femme et un enfant, entourés de lumière et de fleurs. Au-dessus d'eux, d'autres silhouettes flottaient, transparentes et lumineuses. « C'est nous », expliqua Alissa. « Toi, moi, Agnès et eux. » Elle désigna les silhouettes flottantes. « Ce sont toutes les personnes qui nous aiment depuis le ciel. Ta maman, la maman d'Agnès, l'autre bébé qui est mort pour que je puisse vivre. Ils veillent sur nous, et bientôt, tu seras là-haut avec eux. Et elles veilleront aussi sur nous.
Joseph sentit des larmes couler sur son visage. « Tu n'as pas peur ?»« Non, papa, parce que tu m'as appris que l'amour ne s'arrête pas. Tu continueras simplement à m'aimer depuis un autre endroit, et je le ressentirai chaque jour, dans la lumière du soleil, dans les fleurs, dans la façon dont Agnès prend soin de moi. Tu seras partout. Quand es-tu devenu si sage ? J'ai appris du meilleur papa du monde, répondit simplement Alissa. Elle grimpa dans le lit à côté de lui, prenant soin de son corps fragile, et se blottit contre lui. « Je t'aime, papa, pour toujours et à jamais. Je t'aime aussi, ma petite fille, tellement. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ils restèrent allongés là ensemble, tandis que la lumière de l'après-midi s'estompait, et Joseph ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Une paix totale, une paix écrasante. Cette nuit-là, Agnès lui tenant une main et Alissa l'autre, Joseph Miller s'éteignit tranquillement. Sans drame, sans douleur, juste un léger souffle, puis le silence. Agnès serra Alissa dans ses bras tandis qu'elles pleuraient toutes les deux, et l'infirmière de l'hospice leur laissa respectueusement l'espace nécessaire pour faire leurs adieux. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, douce, blanche et pure. 6 mois plus tard, Agnès se tenait dans son jardin, regardant Alissa jouer. La petite fille avait maintenant 7 ans, elle était plus grande, son visage avait perdu un peu de ses rondeurs de bébé. Elle parlait encore constamment de Joseph. « Mon papa », disait-elle toujours, sans jamais douter de cette affirmation. Elle se rendait sur sa tombe tous les dimanches, apportant des fleurs et lui racontant leur semaine. Agnès avait tenu toutes ses promesses. Elle racontait des histoires sur Joseph, avait conservé ses photos dans toute la maison et s'assurait qu'Alissa sache qu'elle était aimée par 2 pères, celui qui lui avait donné la vie et celui qui lui avait donné son amour. Agnès avait également recommencé à sortir avec quelqu'un, timidement. Un homme gentil nommé David qui travaillait dans la protection de l'environnement et qui traitait Alissa avec un respect bienveillant. Joseph aurait approuvé. Agnès appela Alissa. « Regarde, un papillon s'est posé sur la fleur de papa. » Agnès s'est approchée de l'endroit où Alissa s'occupait d'un jardin spécial, le jardin de Joseph. C'est ainsi qu'elle l'appelait. Un papillon monarque était posé sur un tournesol, ouvrant et fermant lentement ses ailes. « Papa te dit bonjour », a déclaré Alissa avec assurance. « Il fait ça parfois. Il envoie des papillons, des arcs-en-ciel et des chansons à la radio. Il a promis de le faire et il tient toujours ses promesses. » Agnès s'agenouilla à côté de sa fille, qui était désormais sa fille à part entière, légalement, même si elles savaient toutes les deux que Joseph était aussi son père. Et elles regardèrent le papillon. Il tient ses promesses. Agnès acquiesça doucement. « Tu tiendras les tiennes ?» demanda Alissa, en la regardant avec ses yeux bleus perspicaces. « Tu te laisseras être heureuse ? C'est ce que papa voulait pour nous deux, que nous soyons heureuses. J'essaie, ma chérie, j'essaie tous les jours. »« Tant mieux, » dit Alissa, satisfaite, « parce que nous avons une vie magnifique à vivre, et papa veille sur nous pour s'assurer que nous ne gaspillons pas un seul instant. » Le papillon s'envola, s'élevant en spirale dans le ciel bleu, et Agnès sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Le chagrin serait toujours là pour les années qu'elle avait manquées avec Alissa, pour l'homme qui avait aimé sa fille si profondément, pour la famille qui avait été déchirée et reconstruite d'une manière si étrange et si belle. Mais à côté du chagrin, il y avait la gratitude pour cette seconde chance, pour sa fille qui était si sage malgré son jeune âge, pour la certitude que l'amour, le véritable amour, transcendait la biologie et les circonstances, et même la mort elle-même. « On fait la course jusqu'à la maison », lança Alissa, déjà en train de courir. Agnès rit et se lança à sa poursuite, et quelque part au loin, elle aurait juré entendre la voix de Joseph dans le vent, chaleureuse et approbatrice. « Vis pleinement », semblait-elle dire. « Vis intensément, vis avec joie. » Et enfin, après tant d'années passées à simplement survivre, Agnès Parker apprenait à faire exactement cela.